L'année 2010 à la WWE était une très grosse année pour les jeunes fans qu'on était à l'époque. Elle s'ouvre très fort avec le retour de Edge au Royal Rumble, elle continue avec des dissensions qui mèneront à la fin de la Legacy, et on le sait tous maintenant, elle prendra un tournant à l'été avec l'arrivée de la Nexus qui va marquer tous les fans. Mais si 2010 nous a proposé de très grands moments et qu'on est nombreux à en avoir de bons souvenirs, c'est aussi parce que le WrestleMania de cette année-là, le show le plus attendu de l'année qui fêtait à l'époque son 26e anniversaire, était très spécial, et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Si vous êtes prêts pour revenir en 2010 sur l'un des shows qui m'avait le plus marqué à l'époque, alors n'oubliez bien sûr pas d'envoyer un RKO, un Switch in Music, un Tombstone Piledriver ou même un Sharpshooter au bouton like et s'abonner alors qu'on revient sur WrestleMania 26. Bon, on le sait maintenant, chaque année la WWE veut proposer le plus grand spectacle pour son événement le plus important et on avait déjà été servi avec WrestleMania 25 qui nous a donné un bon show sur lequel je reviendrai sûrement aussi, mais en 2010, ils ont voulu mettre la barre encore plus haute et ça se ressent déjà au niveau de l'arène. Sous le grand soleil de l'Arizona, la WWE nous présente cette magnifique arène qui fait selon moi partie des plus belles parmi les WrestleMania récents et si le show s'ouvre de jour, ce qui à mon sens ne lui rend pas suffisamment hommage, on va voir qu'à la nuit tombée, elle prendra une toute autre envergure. Pour ouvrir cette grande soirée, qui comporte quand même 10 matchs sur la carte principale, on accueille R-Truth pour éveiller un petit peu le public qui ce soir-là fait équipe avec John Morrison pour tenter de remporter les titres par équipe détenus par Showmiz. Alors on pourrait penser que ce match n'est pas important parce qu'il permet juste de chauffer la foule pour le début du show et on va voir que c'est pas tout à fait faux, mais en réalité il a quand même une petite importance puisqu'il s'agit du premier match de R-Truth et du Miz à WrestleMania et mine de rien on imagine que c'est très important pour eux. Oui, parce qu'il faut comprendre que si aujourd'hui WrestleMania se déroule sur 2 nuits et que donc c'est un peu plus facile d'obtenir une place sur la carte, à l'époque le show était bien plus court et c'était une place qu'il fallait donc encore plus mériter. En l'occurrence, Truth et Morrison avaient gagné un match de qualification à SmackDown pour avoir cette opportunité et ils arrivaient très confiants après avoir dominé les champions lors de Raw 2 semaines auparavant. Bon voilà, tout le monde est content, vous avez espoir. Ah, l'histoire elle est belle quand même, R-Truth pour son premier match à WrestleMania qui va peut-être aller créer l'exploit et battre les champions par équipe aux côtés de Morrison. Puis en plus ça commence bien, ils vont dominer le début du match contre le Miz et même face au Big Show, R-Truth ne va rien lâcher et tout donner pour ses titres et grâce à Morrison peut-être que l'exploit va avoir lieu. Mais non. Clairement pas. Le Big Show débarque et à nouveau les champions reprennent le dessus, Morrison déguste la baigne de l'année et se fait couvrir par l'athlète le plus massif au monde, permettant à Showmiz de conserver leur titre. Alors oui, petite clim pour le public, parce que déjà le match est très court et puis même je reconnais que sur l'affiche, Showmiz contre Morrison et R-Truth ça fait pas rêver, mais franchement c'est quand même un plutôt bon match. On en donne un peu à l'équipe favorite du public et sans mentir, on y croit à plusieurs moments, ça permet de bien lancer la soirée et de mettre le public en jambes pour ce qui va suivre. Et donc si on avait ouvert la soirée d'une bonne manière, il était temps de continuer très fort avec l'affrontement en triple menace entre les 3 membres de la Legacy. Alors j'ai retracé leur histoire dans la dernière vidéo pour ceux que ça intéresse, mais là on va s'attarder un petit peu plus sur la fin du clan et sur ce match. Il faut comprendre qu'à l'époque la Legacy c'était vraiment un clan important et donc le voir se séparer de cette manière ça avait de la valeur. Surtout que je sais pas vous mais à l'époque je voyais pas comment Randy Orton allait sortir vainqueur de ce match. Déjà on voyait bien que Ted et Cody avaient réussi à conserver une certaine amitié, ce qui n'était pas le cas avec Randy Orton, et donc on pouvait s'attendre à les voir travailler ensemble contre leur mentor, mais en plus c'était une occasion en or pour chacun d'entre eux. Une victoire sur la plus grande scène du monde sur un ancien champion de la WWE, même dans un triple menace, ça peut propulser votre carrière. Et oui, effectivement, ni Cody ni Ted n'étaient soutenus par le public, puisque la fin de la Legacy avait fait émerger un grand favori en la personne de Randy Orton. Mais justement, choquer les fans et devenir un heel en s'inspirant de Randy Orton aurait pu grandement profiter à Ted et Cody. Malheureusement, du côté de Randy Orton, on peut pas en dire autant, parce que c'est quand même une sacrée chute par rapport à l'année passée, où il passe du main event pour le titre contre Triple H à cette fois-ci le deuxième match de la soirée contre ses anciens associés. C'est clairement pas la meilleure situation. Évidemment, comme on s'y attendait, le match va commencer comme un match handicap puisque les anciens champions par équipe vont travailler ensemble pour détruire leur ancien leader et la vipère subit durant de nombreuses minutes. Malgré quelques retours de Orton, celui-ci est en difficulté, mais vous vous en doutez, c'est un match chacun pour soi et Ted et Cody ne vont pas pouvoir continuer comme ça toute la soirée. Et justement, alors que Cody prépare un moonsault, Ted en profite pour tenter le tomber, mais son partenaire et adversaire du soir s'en rend compte et les embrouilles vont commencer. Cette dissension va évidemment profiter à quelqu'un puisqu'ils vont partir à la lutte pendant de nombreuses minutes, permettant à Randy Orton de revenir sous l'ovation de la salle. Il va évidemment nous sortir son arsenal classique, envoyant même son punt kick sur Cody Rhodes pour le sortir du match avant de surprendre DiBiase avec un RKO de nulle part, lui donnant la victoire sur ses 2 anciens associés. Alors bien sûr, j'ai vu vos commentaires sur ma vidéo précédente et je comprends bien pourquoi le public a préféré Randy Orton et pourquoi c'est lui qui repart ce soir avec la victoire, mais je pense qu'avec une meilleure construction et en insistant plus sur le côté tyran de Randy Orton qui aurait profité de Ted et Cody pendant des mois, peut-être que le public aurait pu prendre en pitié l'un des 2 jeunes catcheurs et aurait poussé pour le voir
pouvoir repartir avec la victoire, ce qui je pense aurait pu être aussi une très bonne histoire à raconter. Mais pour autant, le match est plutôt bon et il est quand même important puisqu'il officialise la fin de la Legacy qui nous avait tous marqué pendant l'année 2009 et c'est donc un grand moment. Et en parlant de gros moments, il est l'heure de parler de l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Mesdames et messieurs, vous vous en doutez, le match à 10 des Divas. Bah quoi, vous l'attendiez pas avec impatience vous? Bon, je troll évidemment, hein, mais on a quand même un petit segment backstage avec Vicky qui nous annonce qu'elle va marquer l'histoire, bla bla bla, mais bon, ça c'est pas important. Le plus important, c'est qu'après, on va avoir le droit à une magnifique chanson de Jillian Hall. Non, là, y a pas à dire, franchement, chapeau l'artiste. Bon allez, trêve de plaisanterie, revenons au show, d'autant qu'il est l'heure de parler de l'un des matchs les plus attendus à l'époque de WrestleMania durant les années 2000 et 2010, le Money in the Bank. Alors j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus en commentaire, est-ce que vous préférez le Money in the Bank sur la carte de WrestleMania, ou alors est-ce que vous le préférez dans un show à part entière comme c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est une question qui revient très souvent. De mon côté, je sais que voir ce ladder match sur la plus grande scène du monde, ça me régale. On a beaucoup plus l'impression de vivre un grand moment, et pour un match qui a généralement pour vocation de propulser une jeune star, je trouve que WrestleMania est l'endroit parfait. En plus, ça ajoute un moment un peu violent dans le show, ce qui permet de diversifier les ambiances durant les matchs, et pour moi, le Money in the Bank a clairement sa place à WrestleMania. Et justement, si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que WrestleMania 26 est le dernier à avoir sur sa carte un Money in the Bank, et mine de rien, ça contribue aussi à le rendre spécial. 10 hommes vont donc lutter ce soir pour cette mallette suspendue au-dessus du ring, et nécessitant de grimper sur une échelle pour être décroché, avec à la clé un contrat donnant à son détenteur un match de championnat où il veut et quand il veut. Et je sais qu'aujourd'hui, avec les années qui passent, cette mallette a tendance à perdre en importance, mais franchement, à l'époque, c'était vraiment l'un des prix les plus prestigieux. Une opportunité en or revenait à celui qui gagnait ce match et on lui promettait un futur radieux, puisqu'à l'époque, tout détenteur de ce contrat l'avait utilisé avec succès pour remporter un titre mondial. Cette année, on retrouve Kofi Kingston, MVP, Evan Bourne, Jack Swagger, Shelton Benjamin, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Kane et Christian. Et pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait cool de se replonger un peu en 2010 pour voir qui étaient les favoris. Du coup, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un report de Dave Meltzer 4 jours avant le show qui annonçait Drew McIntyre comme grand favori du match. Pas de détails précis sur cette info, si ce n'est que Drew McIntyre était censé affronter Edge lors des house shows après WrestleMania et que ce dernier avait ce soir-là l'opportunité de devenir champion du monde, ce qui amplifiait la rumeur d'une victoire de McIntyre. D'un autre côté, Christian était annoncé comme celui qui pouvait créer l'exploit alors qu'il était peu attendu pour ce match, et vous allez voir que si on était nombreux à croire dans ces deux hommes ce soir-là, on s'apprêtait à vivre une grande surprise. Bien sûr, comme chaque année, le match ne déçoit pas, on a du très bon catch et une bonne bagarre générale comme on les aime, et aussi ce segment de début de match que je trouve très bon, avec tous les mecs qui vont essayer de monter en même temps, ce qui crédibilise l'enjeu du match, et le fait que ça ne sert à rien de faire des dingueries, il suffit d'être le premier à décrocher la mallette. Bon, ça, vous voyez ce que je viens de dire, il y en a certains qui l'ont pas compris. Evan Bourne notamment, qui va nous gratifier d'un magnifique shooting star press sur Christian, ou encore Kofi, qui va profiter d'une échelle cassée en deux par Kane pour faire des échasses. Alors oui, c'est très stylé, et ça fait réagir le public, mais là, Kofi, il y a aucun monde dans lequel ça te permet de décrocher la mallette. Christian, lui aussi, alors que c'était mon favori, et sûrement celui d'Univers Catch, il va partir dans des dingueries, avec un contre sur Matt Hardy, qui lui permet d'envoyer un reverse DDT du haut de l'échelle, mais malheureusement, c'est pas les risques qui payent, puisqu'il se fait calmer par Jack Swagger et se fait exploser, ce qui permet aux All-American américaines d'aller marquer l'histoire en remportant le Money in the Bank. Et là, honnêtement, j'étais ultra choqué à l'époque. Alors, c'est peut-être lié au fait que j'étais pas du tout fan de Jack Swagger et que du coup, j'étais un peu déçu qu'il gagne, mais franchement, j'étais persuadé que ça allait être Drew McIntyre ou Christian qui repartirait avec la mallette, donc c'était une grande surprise. Alors certes, le résultat m'avait personnellement un peu déçu à l'époque, mais honnêtement, il faisait plutôt sens, puisqu'on va voir que l'avenir immédiat de Drew McIntyre ne sera pas très radieux et que Christian devra attendre encore un an pour avoir son moment de gloire. En plus de ça, ce dernier Money in the Bank à WrestleMania est hyper bon et je vous le conseille à tous, comme d'ailleurs tous les Money in the Bank précédents parce qu'ils déçoivent jamais. Bon, vous le savez, WrestleMania c'est des matchs et des très bons matchs en général, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux légendes du catch avec le Hall of Fame. Et cette année-là, mine de rien, on avait de très gros noms, alors je vais pas les citer, mais ne serait-ce que Stewart, Ted DiBiase et Antonio Inoki, c'est des gros noms qui font vachement plaisir à voir. Mais allez, si jusqu'à présent on avait bien profité et qu'on avait eu de bons matchs avec des résultats plutôt bons ou du moins qui se justifient, il était temps d'entrer en terrain compliqué. La fin de l'année 2009 à la WWE était absolument inattendue et incroyable. Avec l'arrivée soudaine de Sheamus qui en seulement 2 mois s'est frayé un chemin jusqu'au titre de la WWE en décimant Cena lors de TLC, on lui promettait un avenir en or et on imaginait que tout ça n'était que le début d'une gigantesque carrière, surtout qu'il allait maintenant s'attaquer à The Game Triple H à cause de qui il avait perdu son titre à Elimination Chamber. Sheamus fait donc son entrée
entrée sur la plus grande scène du monde pour la première fois de sa carrière et franchement, à l'époque, on pensait tous qu'il ressortirait grandi de ce match et que 2010 serait son année. Rejoint dans le ring par The Game, on sent bien que la WWE nous fait passer le message du jeune loup contre le vétéran, ce qui est très cool, surtout qu'avec le style bien bagarreur de Sheamus combiné à celui de Triple H, on a un plutôt bon match qui est bien violent. Rien d'exceptionnel bien sûr, entre un Triple H qui ne fait plus grand chose depuis la fin de son run avec Shawn Michaels et un Sheamus qui est encore à ses débuts dans le roster principal, mais honnêtement c'est loin d'être un mauvais match. Non vraiment, mauvais c'est pas le terme pour décrire ce match. Par contre mauvais c'est le terme qu'on peut appliquer sur le choix du vainqueur. Parce que oui, vous le savez peut-être déjà, mais malgré une bonne phase de domination du guerrier celte et un bel enchaînement de contres, The Game surprend Sheamus avec un pedigree venu de nulle part et lui coupe l'herbe sous le pied en remportant le match. Alors je sais, beaucoup vont me dire que non, c'est le bon choix, Sheamus n'était qu'à ses débuts, puis le match contre Cena c'était une erreur, etc. Et oui, peut-être, mais honnêtement, tant qu'à y être, autant pousser jusqu'au bout. On avait en Sheamus le potentiel d'un très bon heel pour aller chercher un champion face tel que Cena ou Edge selon les résultats des matchs de championnat, et Triple H n'avait aucunement besoin de gagner ce soir. Donc oui, la WWE va essayer de se rattraper avec une victoire de Sheamus lors du prochain show, mais honnêtement, on retient bien plus le vainqueur à WrestleMania que celui à Extreme Rules, ça ne fait aucun doute. Mais bon, voyons quand même le bon côté, puisque c'est un gros moment pour Sheamus qui fait sa première apparition à WrestleMania dans un match contre l'un des plus grands noms de la WWE et propose un bon match qui participe aussi à rendre ce show spécial. Parce que oui, j'en ai déjà parlé, mais quand on regarde juste les noms sur la carte, on remarque que WrestleMania 26 est vraiment à l'image de la génération NT1, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'ancienne et la nouvelle génération, et personnellement, je trouve ça très cool. Alors oui, dans la nouvelle génération en question, il y en a pas beaucoup qui sont allés très loin à la WWE, en tout cas pas immédiatement, mais quand même, ça avait de la gueule. Bon allez, revenons au show parce qu'il reste encore de très nombreux matchs. Et justement, celui qui va suivre, malheureusement, c'est pas le plus important. Même s'il lance une très bonne rivalité entre Rey Mysterio et CM Punk, ce match est justement le premier vrai affrontement de leur rivalité, et ils en auront d'autres par la suite dans cette histoire qui seront meilleurs que celui-là selon moi, et donc en tant que tel, le match n'est pas si important. La rivalité par contre était cool avec CM Punk en mode leader de secte dans sa Straight Edge Society, c'était vraiment excellent et je parlerai de cette rivalité dans une vidéo dédiée parce que selon moi, elle est plutôt sous-cotée. Punk fera son entrée en continuant à prêcher le mode de vie Straight Edge bien sûr, et il sera rejoint par Rey Mysterio qui sera mis en grande difficulté dans ce match à cause des associés de Punk. Vous vous en doutez, si j'ai dit que ce match n'était pas le meilleur de la rivalité, on a quand même Punk et Mysterio dans un ring, donc bien sûr c'est un grand affrontement avec de très jolis spots et du très bon catch, donc ça régale tout le monde, le public comme les gens qui regardent depuis chez eux. Toute l'histoire du match tourne autour de la Straight Edge Society, puisque le groupe est véritablement au centre de la rivalité, et justement, alors que Mysterio prépare son 619, Serena débarque pour protéger son mentor, et de l'autre côté, Luke Gallows s'apprête à s'en prendre au petit luchador. Mais grâce à son agilité et à sa rapidité, Mysterio arrive à esquiver CM Punk qui fonce tout droit dans son partenaire et atterrit en parfaite position pour le 619 qui est immédiatement envoyé par Ray Ray pour repartir de WrestleMania avec la victoire. Mais si on vient de parler de jolis matchs, de bons catchs et d'histoires plutôt cool, ce dont on va parler tout de suite l'est beaucoup moins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Montreal Screwjob, j'en ai parlé en détail sur la chaîne, mais là je vais résumer très rapidement l'histoire pour le match qui vient. En gros, en 1997, le champion de la WWF Bret Hart défend son titre contre Shawn Michaels, et alors que celui-ci place le champion dans une prise de soumission, le président de la WWF débarque pour faire sonner la cloche, volant le match à Bret et donnant le titre à Michaels. Évidemment, à tout ça sont mêlées des histoires de contrat, avec Bret Hart qui avait notamment un droit de veto sur les décisions autour de son personnage et qui s'apprêtait à quitter la fédération pour aller chez son rival, mais en bref, depuis cette histoire, à part pour son intronisation au Hall of Fame en 2005, Bret Hart n'était plus apparu aux écrans de la WWE et sa relation avec l'entreprise et son président était très mauvaise. Pourtant, en 2010, les deux parties arrivent à se mettre d'accord et le Hall of Famer fait son retour à la WWE dans un moment excellent pour tous ses fans. Initialement accueilli par le président, Bret Hart est attaqué par celui-ci dès son retour et se relance alors une rivalité vieille de 13 ans. En représailles, Bret défie Vince à WrestleMania et si celui-ci refuse initialement, il va profiter d'un accident de voiture qui blessera le Hitman à la jambe pour finalement le défier en sachant que celui-ci ne pourrait pas refuser. Pour régler les comptes définitivement, le match sera un match extrême sans aucune prise interdite et il sera enfin l'heure de mettre un terme à cette histoire. Ah oui, et au passage d'ailleurs, Bret il est pas du tout blessé, c'était juste un troll pour forcer Vince à signer le contrat et du coup, le pauvre McMahon il se retrouve dans un match face à l'un de ses plus grands rivals sans règles à WrestleMania. Bret Hart est accueilli sous l'ovation des fans et il est rejoint par Vince, mais celui-ci ne s'avance pas tout de suite jusqu'au ring. Il va d'abord se vanter de WrestleMania avant de dire que pour offrir à Bret une arnaque à la hauteur de ce show, il s'est payé quelques bûcherons et un arbitre. Alors non, personne ne va couper
couper des arbres, hein. Les bûcherons là c'est juste des mecs qui restent autour du ring pendant le match. Sauf que vous connaissez Vince, ce ne sera pas n'importe qui puisqu'il a embauché l'intégralité de la famille Hart pour trahir Bret. Vous voyez déjà la douille arriver, hein, donc allons-y. Bruce Hart est donc l'arbitre officiel de cette rencontre et autour du ring la famille entière de Bret est prête à le trahir. Bret Hart s'adresse à sa famille et il leur dit qu'il les connaît bien, qu'il comprend que l'argent c'est intéressant, mais pourtant s'il y a bien une chose qu'il a appris depuis le Screwjob, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'une double trahison. Bret regarde le président et lui dit qu'il avait tout prévu et que cette soirée sera gravée à jamais dans l'histoire comme la soirée où Bret a arnaqué Vince, avant de faire un câlin à Bruce, son frère et arbitre du match, et le public explose en comprenant que Vince est dans de beaux draps. Va s'en suivre ensuite un affrontement assez violent entre Vince qui n'aura aucune offense et Bret qui évidemment après de si longues années et après avoir eu de nombreux problèmes de santé n'est pas dans sa plus grande forme et du coup le match est pas bien. Y a pas d'autre mot malheureusement, oui c'est censé être un passage à tabac avec Bret qui arrive enfin à surpasser celui qui l'a trahi, mais en fait on est 13 ans après et franchement c'est juste bizarre à regarder. Oui ça reste que du catch et c'est une histoire qui est racontée mais c'est pas pour autant que c'est bien et honnêtement je suis curieux d'avoir votre avis sur cette histoire parce que oui la foule explose quand Bret annonce le sharpshooter mais à part ça le match j'ai pas très envie de le revoir. Après avoir été passé à tabac pendant de trop longues minutes, le président se fait coincer dans un sharpshooter et abandonne, clôturant enfin ce segment plutôt étrange. D'un côté, je peux comprendre la WWE qui profite de la popularité de Bret Hart et du Montreal Screwjob, mais je sais pas, à l'époque j'avais pas du tout aimé l'histoire, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, et donc on va passer à la suite. Et justement, la suite ça a quand même de la gueule, puisqu'en plus on reste du côté du Canada avec Chris Jericho contre Edge pour le titre poids lourd. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimé à l'époque, avec d'abord la création de cette équipe qui avait quand même de la gueule, puis la blessure de Edge qui a mené à une trahison de Jericho et à son alliance avec le Big Show pour former l'équipe Jerry Show, mais surtout le moment le plus marquant dans toute cette histoire c'est le retour de Edge lors du Rumble 2010 dans une explosion de la salle que je vous conseille de revivre, même si aujourd'hui j'avoue que les retours de Edge on en a chaque semaine, celui-là est incroyable. Et donc Edge remporte le Rumble et Jericho lui va gagner l'Elimination Chamber de manière controversée sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans la vidéo, et tout tombe parfaitement pour que les comptes soient réglés entre les deux anciens alliés à WrestleMania. Pour changer un peu, le champion fait son entrée en premier et Jericho est encore dans sa période full arrogance qui était aussi énervante que excellente, avant d'être rejoint dans le ring par le roi du Spear, celui qui spammait ce mot en boucle à l'époque à tel point que j'en pouvais plus de l'entendre, la superstar classée X, Edge. Bon, avant de parler de ce match, il faut que je vous avoue une chose, à l'époque je l'avais détesté. Mais pas juste détesté, genre j'aimais pas trop, hein. Pour moi c'était vraiment l'un des pires matchs de cette soirée. Alors vous inquiétez pas, je me corrige aujourd'hui, je l'ai revu pour cette vidéo et il est effectivement très bon, mais on reviendra là-dessus à la fin du match. Si le match commence un petit peu lentement, ça va vite partir sur un excellent affrontement avec des retournements de situation non-stop, et pour le coup c'est un style de match qu'on voit pas souvent puisqu'on a plus l'habitude de voir de longues phases de domination du champion arrogant qui finit par se faire surprendre, donc avoir quelque chose d'un peu différent et de très dynamique comme ça, c'est excellent. Je vous le conseille parce qu'on a de très beaux échanges et contres avec également une belle séquence à la fin avec Edge qui refuse d'abandonner malgré la douleur. Honnêtement, c'est du très bon catch que ces deux hommes nous proposent. Mais si j'avais pas aimé ce match à l'époque, vous vous en doutez, c'est pas juste parce que j'étais un gamin qui savait pas apprécier la performance de Edge et de Jericho, c'est surtout pour ce qui va se passer à la fin du match et en particulier pour son résultat, et on y arrive tout de suite. Alors que les deux hommes sont à l'extérieur, Jericho a pour projet de se casser avec sa ceinture puisqu'en cas de disqualification ou de décompte à l'extérieur, celui-ci conserve le titre. Ramené dans le ring par Edge, Jericho le repousse et l'envoie sur l'arbitre en profitant pour exploser sa ceinture dans le crâne de son challenger puis le couvrir, et 1 et 2 et non, Edge se dégage et reste dans le match. Malheureusement, cet espoir ne sera que de courte durée puisqu'à peine debout, Edge ne se remet pas de ce coup de ceinture et subit le codebreaker du champion, et cette fois-ci, Jericho le couvre pour conserver son titre. Et donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, c'est uniquement pour cette raison que j'avais pas aimé le match à l'époque. J'étais juste un gamin et j'étais tellement fan de Edge que le voir perdre, ça m'avait fait dire que ce match était mauvais. Alors oui, j'étais quand même un peu content parce que Jericho va pas repartir sur ses deux jambes, parce que malgré la victoire, il va déguster un spear à travers la barricade, mais ça ne change rien au fait qu'il repartait de ce match et de WrestleMania toujours champion du monde poids lourd. Bon, ça va pas durer longtemps parce que Jericho perdra le titre quelques jours après au profit de Mr Money in the Bank Jack Swagger, et pour la petite anecdote, selon lui c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû subir cet encaissement de mallette, mais le mec en question en a décidé autrement, je vous laisse deviner qui, un indice, on en reparle un peu plus tard. Allez, revenons au show, je suis vraiment obligé de parler de ça. Ah, pour ceux qui ont connu les triple threats en main event de WrestleMania ou les gros matchs entre des catcheuses féminines, là on en est loin. Bon, c'est un match tag team à 10 divas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est bien? Bah non, pas trop. Est-ce que c'est un peu marrant grâce à Vicky Guerrero? Oui, à la limite, si vous voulez, voilà, ça fait un petit moment de détente, on va pas s'attarder dessus. Vicky fait le tomber sur Kelly, ça fera au moins plaisir à Christophe Ajus et beaucoup moins à Ishtu, j'ai rien de plus à dire. Bon allez, trêve de blague, il est l'heure de parler des deux derniers matchs de la soirée, dont un des deux qui est un match entre John Cena et Batista, deux des plus grands noms de l'époque qui luttent pour le titre de la WWE. Et ce match n'est même pas le main event, donc c'est vous dire les dingueries qui nous attendent, c'est parti pour le titre de champion. À ce moment-là, on est dans cette période un peu bizarre où on a l'impression que la WWE ne sait pas trop quoi faire de ce titre,
titre, et du coup il nous ressort des références au passé avec Vince McMahon qui va débarquer lors de l'Elimination Chamber pour forcer Cena à défendre son titre contre Batista. Bon, il n'y a pas de réelle raison, hein, pas de Money in the Bank, juste une décision de Vince qui permet à Batista de reprendre le titre, et celui-ci le défend ce soir-là contre son rival. Encore une fois, ce match est au début de la rivalité, donc il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'alors que Batista est censé être le méchant de cette histoire, c'est lui qui est plutôt apprécié par la foule de Phoenix. À part ça, on a un match plutôt classique avec Batista qui joue vraiment le rôle du buffle bien violent, ce qui est plutôt cool, et on a quand même pas mal de suspense puisque les deux hommes vont se dégager de leurs finishers respectifs, ce qui va bien faire réagir la foule, donc franchement c'est loin d'être mauvais. En plus, on a de belles références à leurs précédents affrontements dans lesquels Cena s'était blessé en subissant ce contre, donc c'est un match plutôt bien construit qui fait bien le travail. Batista est d'ailleurs très confiant après avoir surpris Cena et il se prépare à envoyer une deuxième Batista bombe, mais le challenger le contre sous l'ovation de la salle, ce qui est très cool à voir aussi, avant de coincer Batista dans le STF pour le forcer à abandonner et récupérer son titre de champion de la WWE. Bon, bien sûr, c'est un petit moment cool, le public est content et honnêtement cette rivalité entre Cena et Batista était pas si mal, surtout avec leur match à Extreme Rules et à Over the Limit que j'avais franchement pas trouvé mauvais. Mais pour ce soir-là, ça permet de commencer la rivalité d'une plutôt bonne manière avec Cena qui repart avec la ceinture. Mais allez, jusqu'à présent, on a vécu un plutôt bon show avec des moments plus ou moins importants, mais il est l'heure de parler du match le plus important de cette soirée, c'est l'heure du main event. Franchement, si WrestleMania 26 était si spécial, c'est essentiellement grâce à ce match. Oui, le Money in the Bank est très cool, la fin de la Legacy nous a bien sûr marqué, l'histoire avec Bret, aussi bizarre soit-elle, est tout de même historique puisque c'est son match de retour, mais ce pay-per-view n'aurait pas marqué autant de fans si on n'avait pas eu ce main event de folie. La rivalité Michaels-Taker, c'est une rivalité que j'ai déjà retracée sur la chaîne, mais il faut que j'en parle un peu parce que si on va bien sûr parler du 5 étoiles qu'ils ont sorti dans le ring, l'histoire racontée avant est déjà incroyable. À WrestleMania 25, Michaels est passé très proche de mettre un terme à la série d'invincibilité du Deadman. On y a tous cru, Michaels lui-même y a cru, même le Taker y a cru, et pourtant, au dernier moment, c'est bien le Phenom qui a eu le dernier mot après un match exceptionnel qui a régalé tous les fans. L'année 2009 a ensuite continué pour Michaels aux côtés de Triple H dans la DX et on pensait que l'histoire allait s'arrêter là, mais on était très loin du compte. Fin 2009, Michaels va relancer un défi à l'Undertaker pour WrestleMania 26 en espérant que celui-ci accepte de lui donner une seconde chance. Malheureusement, le Deadman va refuser puisqu'il considère déjà avoir prouvé qu'il pouvait battre Shawn Michaels, et si on pouvait se dire à ce moment-là que HBK allait lâcher l'affaire, on était encore une fois très loin du compte. Puisque Taker ne veut pas accepter de l'affronter comme ça, et puisqu'il est champion du monde, Michaels n'a qu'à remporter le Rumble et le défier à WrestleMania. Bon, malheureusement, vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein. Michaels ne parvient pas à surpasser les 29 autres catcheurs malgré une performance incroyable, et ses espoirs d'affronter à nouveau le Deadman tombent à l'eau. Mais Shawn Michaels, il ne lâche rien. Il veut absolument avoir une nouvelle chance et il est prêt à tout. Il coûte le titre au Deadman dans l'Elimination Chamber dans un moment absolument excellent pour le forcer à accepter ce match et réitère son défi lors de Raw, affirmant qu'il ne reculera devant rien pour une autre chance. L'Undertaker va finalement accepter, mais à une condition. Shawn Michaels doit mettre sa carrière en jeu, et c'est là que Michaels va prononcer une phrase qui illustrera à elle seule son obsession pour cette revanche. Tu ne comprends pas, si je ne peux pas te battre à WrestleMania, je n'ai pas de carrière. Et c'est là que cette rivalité prend une ampleur absolument monumentale. Outre la streak et le grand match de l'année passée, l'obsession de Michaels pour ce match est juste incroyablement bien racontée. Le fait qu'il considère ne même pas avoir de carrière s'il ne peut pas battre le Taker alors qu'il est lui-même l'un des plus grands noms de la WWE, ça rend la chose tellement intense. Et c'est donc l'heure. Shawn Michaels contre l'Undertaker dans un des matchs avec le plus d'enjeux de l'histoire de la WWE. La revanche de leur excellent match de l'année passée. Pourront-ils faire mieux? Il est l'heure de le savoir. Avant de commencer, petit rappel qui peut avoir son importance pour ce match. Le 28 mars 2010, au moment donc de WrestleMania 26, Shawn Michaels a 44 ans et l'Undertaker en a 45. Vous allez comprendre pourquoi c'est une info qui est importante. Shawn Michaels fait son entrée en premier, suivi par le Deadman, et c'est parti, c'est l'heure pour l'un des matchs les plus importants de l'histoire. Les deux vétérans vont immédiatement partir à la lutte et montrer l'étendue de leur talent avec du catch rapide, puis plus technique avec des soumissions et de très belles références aux adversaires passés de Michaels, notamment avec la soumission de Ric Flair à qui il a pris la carrière à WrestleMania 24, le Ankle Lock de Kurt Angle contre qui il a eu un excellent match à WrestleMania 21, mais aussi avec des clins d'œil à leur match de l'an passé avec l'Undertaker qui part pour son saut par-dessus la troisième corde qui avait très mal fini, mais qui cette fois-ci est interrompu par le Heartbreak Kid. Michaels va aussi nous lâcher 2 sauts à l'extérieur dont un absolument incroyable sur la table, et pour rappel, au cas où certains l'ont oublié, les deux mecs ont plus de 40 ans. Et malgré ça, pendant plus de 20 minutes, ils vont nous offrir une véritable leçon de catch, et honnêtement, si vous ne vous en rappelez pas, allez le voir, c'est une pépite. Parce que même quand on connaît le résultat et la séquence de fin, le fait de voir le public espérer sur toutes les tentatives de tomber après des switch-in music ou des tombstones, c'est incroyable. Pas besoin d'ajouter du drama ou des artifices avec des interventions ou quoi que ce soit, c'est juste deux mecs qui donnent tout dans un match qui va marquer l'histoire quel que soit son résultat, et c'est juste très beau à voir. Franchement, la séquence moonsault sur la table plus switch-in music, je vous jure que voir le public espérer voir
Michaels crée l'exploit, c'est tellement fou qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais malheureusement, malgré tout ça et après 24 minutes de bonheur, l'Undertaker voit que Michaels a résisté à son deuxième tombstone et il n'en peut plus, il ne comprend pas pourquoi son adversaire se relève encore. Mais alors que Michaels le troll avec ses dernières forces, le Deadman pète un plomb et envoie un violent tombstone en sautant carrément pour infliger un maximum de dégâts. Et 1 et 2 et 3, l'Undertaker conserve sa streak et la carrière de Michaels n'est plus. C'est très franchement une fin incroyable et parfaite à cette rivalité et à ce match qui à elle seule rend ce WrestleMania extrêmement spécial. WrestleMania 26 restera donc à jamais le dernier WrestleMania du showstopper de l'homme qu'on appelait même Mister WrestleMania et qui conclut ce soir-là la seconde partie de sa carrière après être revenu d'une blessure de laquelle il n'était jamais censé revenir pour un run exceptionnel. Mais c'est évidemment pas la seule chose qui le rend spécial, bien sûr avec ça c'est la fin d'une ère, mais c'est également le début d'une nouvelle avec la présence de Drew McIntyre et Cody Rhodes qui auront marqué la WWE des années plus tard. C'est aussi un show qui marque le début de nouvelles rivalités pour l'année 2010 avec Cena Batista et Punk Mysterio, et c'est aussi un WrestleMania qui a eu lieu en pleine génération Catch Attack et on sait que tous ces shows nous ont marqués. Avec de nombreux bons matchs et une fin en apothéose, WrestleMania 26 marque pour moi la fin d'une période à mon échelle dans le catch et c'est pour toutes ces raisons qu'il était si spécial. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre l'un des shows qui m'avait le plus marqué à l'époque. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'envoyer votre meilleur tombstone au bouton like et s'abonner. Maintenant que c'est fait, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.